Cela ne commence jamais par une explosion soudaine de panique. Au lieu de cela commence toujours par un sentiment trompeur de confiance. Les magasins restent pleins de marchandises, les banques gardent avec leurs portes ouvertes pour les affaires, et les titres des journaux soulignent avec une certitude absolue que tout est sous contrôle total. Pourtant, quelque part dans le silence de l'arrière-plan, les chiffres ne faisaient tout simplement plus aucun sens. Il y a un siècle, à Berlin, une femme transportait toutes les économies de sa vie dans un panier en osier débordant d'argent liquide. Lorsqu'elle arriva enfin tout devant la file d'attente du magasin, le prix d'une seule miche de pain avait déjà triplé. Dans la Rome antique, les fonctionnaires faisaient fondre des pièces d'argent pour les mélanger à des métaux vils et ainsi créer des versions moins chères pour financer leurs dettes. Au Zimbabwe, les billets de 1000 milliards de dollars ont fini par être jetés et s'empiler comme des feuilles d'automne dans le caniveau. En Argentine, les salaires augmentaient à un rythme effréné, mais ils ne parvenaient jamais tout à fait à suivre la vitesse du calendrier. Chaque fois que cela se produit, c'est la même illusion, la croyance que l'argent est une composante fixe de la réalité. Et chaque fois, cela mène à la même fin inévitable. Ce n'est pas le cas. Pourtant, au milieu de chaque effondrement historique, quelques individus ont réussi à identifier le schéma à temps. Ils n'ont pas simplement thésaurisé leur argent liquide, ils l'ont échangé. Ils ont transformé du papier fragile en objet tangible que le système ne pouvait pas simplement effacer. Ils ont cherché des terres, des métaux précieux, de l'art et des valeurs qui respirent au rythme de la nécessité. L'histoire se souvient de ces personnes, non pas comme de simples prophètes, mais comme des survivants, et aujourd'hui leur schéma spécifique redevient visible. Ainsi, avant de plonger dans les détails de ce qu'il faut acheter, nous devons d'abord comprendre les raisons fondamentales pour lesquelles les valeurs meurent. C'est la réalité de l'économie d'empire. Un lieu où l'histoire murmure ses avertissements et où seuls ceux qui écoutent sont capables de tenir bon. Imaginez cette scène précise de novembre 1923 à Berlin. Une femme pousse une charrette massive et lourde à travers les rues de la ville et elle est remplie à ras-bord de piles de papier-monnaie. Il y a assez de billets de banque pour remplir une baignoire entière jusqu'au bord. Mais elle n'est pas en route vers un concessionnaire automobile pour acheter une voiture de luxe ou une villa. Elle tente désespérément d'acheter une seule miche de pain avant que le prix ne double encore d'ici le soir. Quelques heures plus tard, on voit des enfants assis sur le trottoir utiliser des piles de marque allemandes comme briques de construction pour des tours. Le papier était devenu plus précieux comme bois d'allumage pour un feu que comme monnaie d'échange. Ce n'est pas une œuvre de fiction. C'est la réalité documentée de ce qui se passe quand l'argent meurt. Dans le long arc de l'histoire, les civilisations ont été confrontées à plusieurs reprises à ces moments où leur monnaie s'est transformée du jour au lendemain d'un moyen d'échange fiable en vieux papier sans valeur. Dans ces heures cruciales et fugaces, ceux qui comprenaient, ceux qui possédaient réellement une valeur intrinsèque étaient ceux qui survivaient et prospéraient même, tandis que des millions d'autres regardaient leurs économies s'évaporer comme la brume matinale au soleil. Les histoires de ces survivants n'ont jamais été des accidents du destin. Elles étaient le résultat direct de la reconnaissance de schémas spécifiques qui se répètent à travers les siècles. Des schémas que la grande majorité des gens ne voient jamais avant qu'il ne soit bien trop tard pour agir. Chaque empire, chaque nation et chaque système monétaire finit par atteindre un point de bascule. Les signes sont toujours là, bien en vue, attendant ceux qui ont le savoir pour les lire. Des pièces d'argent dévaluées de la Rome antique aux monnaies fiduciaires modernes d'aujourd'hui, le scénario suit le même arc dévastateur. Les gouvernements commencent à imprimer plus d'argent pour financer leurs dépenses, sans cesse croissantes. Les citoyens remarquent la hausse des prix, mais supposent à tort que le changement n'est que temporaire. Puis, soudainement, et souvent de manière catastrophique, la confiance dans le système s'effondre, et la monnaie ne devient rien de plus que des confettis. Mais voici ce que les livres d'histoire vous révèlent rarement en détail. À chaque effondrement monétaire, certains objets sont devenus nettement plus précieux que l'or lui-même. Ce n'étaient pas des biens de luxe ou des investissements exotiques à haut risque. C'étaient des choses simples, pratiques et quotidiennes que les gens avisés accumulaient en silence pendant que tous les autres continuaient à faire confiance aux promesses de papier. Les survivants de l'Allemagne de Weimar connaissaient bien ce secret. Les gens qui ont traversé la tempête de l'hyperinflation au Zimbabwe l'ont compris profondément.
Et aujourd'hui, alors que la dette mondiale atteint des sommets sans précédent et vertigineux, et que les banques centrales créent de l'argent frais à une vitesse qui ferait pâlir d'envie les anciens empereurs, ces leçons n'ont jamais été aussi pertinentes pour nos vies. Ce qui s'est passé en Allemagne au début des années 1920 devrait effrayer aujourd'hui toute personne disposant de quantités importantes d'argent liquide. Après la fin de la Première Guerre mondiale, le gouvernement allemand a été confronté à des réparations impossibles et à une économie nationale en effondrement. La solution choisie semblait logique à l'époque, imprimer plus d'argent pour payer ses factures croissantes. Au début, l'inflation qui en résultait était gérable et presque imperceptible pour le citoyen moyen. Au début de 1922, on pouvait encore acheter un dollar américain pour 160 marks. Les citoyens se plaignaient de la hausse des prix sur le marché, mais ils continuaient leur vie quotidienne, convaincus que leur gouvernement finirait par rétablir la stabilité des marchés. Pourtant, ce qui arriva ensuite allait changer le cours de l'histoire à jamais. En novembre 1923, seulement 20 mois plus tard, il fallait l'incroyable somme de 4,2 billions de marks pour acheter ce même dollar. Les prix ne faisaient plus seulement qu'augmenter, ils doublaient tous les 2 jours. Les ouvriers commencèrent à exiger d'être payés 2 fois par jour parce que leur salaire du matin ne suffisait littéralement plus pour acheter un simple déjeuner l'après-midi. Les restaurants cessèrent d'imprimer des menus physiques parce que les prix augmentaient plus vite que l'encre ne pouvait sécher sur la page. Les banques finirent par fermer leurs portes, non pas à cause d'une panique bancaire classique, mais parce que les coûts administratifs pour compter l'argent sans valeur dépassaient la valeur réelle de la monnaie elle-même. Pendant cette période de chaos absolu, quelque chose de remarquable se produisit. Alors que la majorité des Allemands regardaient leurs économies s'évanouir en fumée, un petit groupe de personnes s'était préparé d'une manière tout à fait différente. Ils avaient déjà échangé leurs marques des mois auparavant contre des actifs réels, car ils avaient reconnu les signes avant-coureurs que tous les autres ignoraient. Ce n'étaient pas nécessairement des aristocrates fortunés disposant d'informations privilégiées. C'étaient des citoyens ordinaires du quotidien qui comprenaient une vérité simple et fondamentale. Quand l'argent fait défaut, les besoins humains restent constants. La nourriture devint l'ultime monnaie du pays. Les agriculteurs furent soudainement plus riches que les banquiers les plus puissants, car les citadins désespérés se rendaient à la campagne pour échanger des héritages familiaux et des bijoux contre de simples sacs de céréales. Un seul œuf pouvait acheter ce qui coûtait autrefois des centaines de marks. Ceux qui avaient stocké des produits de première nécessité découvrirent qu'ils possédaient plus de richesses réelles que les personnes détenant des millions en monnaie papier. La leçon fut brutale, mais indéniablement claire. Lors d'un effondrement monétaire, la hiérarchie des valeurs s'inverse complètement. C'est exactement ce même schéma qui s'est répété des décennies plus tard au Zimbabwe, où l'inflation mensuelle a atteint l'incroyable taux de 79,6 milliards de % en 2008. Les citoyens ont regardé avec horreur les prix doubler toutes les 24 heures, rendant toute forme de planification à long terme ou d'épargne totalement impossible. Le gouvernement a eu recours à l'impression de billets de 100 billions de dollars, qui ne permettaient finalement même pas d'acheter une seule miche de pain. Mais encore une fois, certaines personnes s'étaient préparées. Elles avaient accumulé en silence des objets qui conservaient leur valeur indépendamment de la force ou de la faiblesse de la monnaie. Elles se sont concentrées sur les outils, les médicaments, le carburant et surtout la nourriture. Ce n'étaient pas des choix aléatoires. Dans chaque crise monétaire documentée de l'histoire, les mêmes catégories de biens conservent leur valeur pendant que l'argent papier s'effrite en rien. Les gens doivent manger, ils doivent rester en bonne santé et ils doivent préserver leurs biens, quelles que soient les conditions économiques dominantes. Un marteau reste un outil utile, que vous le payiez avec des pièces d'or ou avec du papier sans valeur. La médecine sauve des vies, que l'économie soit en plein essor ou dans un état d'effondrement total. La nourriture nourrit les familles. Que l'inflation soit stable à 2% ou galopante à 2000%. Pourtant, comprendre ce qu'il faut acquérir n'est que la moitié de l'équation de survie. Le timing joue un rôle énorme. Les citoyens allemands qui ont converti leurs économies au début de 1922 ont préservé leur richesse et leur avenir. Ceux qui ont attendu jusqu'en 1923 ont perdu tout ce pour quoi ils avaient travaillé.
La clé réside dans la reconnaissance des signes avant-coureurs avant qu'ils ne deviennent évidents pour tous les autres. Lorsque les gouvernements commencent à imprimer de l'argent pour financer leurs opérations de base, lorsque le niveau d'endettement atteint des proportions insoutenables et lorsque la confiance dans les institutions publiques commence à vaciller, ce sont là les signaux que l'histoire nous a appris à surveiller avec vigilance. Aujourd'hui, le même schéma se déploie à nouveau, mais la plupart des gens sont incapables de le voir parce qu'ils n'ont jamais étudié les signes avant-coureurs du passé. Les banques centrales du monde développé ont créé plus d'argent au cours des 15 dernières années que durant tout le siècle précédent réuni. La dette publique a atteint des proportions qui, historiquement, ont précédé chaque grande crise monétaire de l'histoire. Pourtant, les citoyens continuent de placer leur confiance dans des promesses de papier, tout comme les Allemands en 1922, et tout comme les Zimbabwéens au début des années 2000. Les mathématiques de la situation sont incontournables quand le gouvernement des États-Unis dépense chaque année près de 2 billions de dollars de plus qu'il n'en perçoit. Et quand la dette nationale atteint 100% de la production économique totale, les fondations commencent à vaciller. Quand d'autres nations commencent à remettre en question le rôle du dollar comme monnaie de réserve mondiale, ce ne sont pas seulement des chiffres abstraits sur un écran. Ce sont les mêmes signes avant-coureurs qui ont précédé chaque effondrement monétaire dans l'histoire documentée. La seule différence, cette fois-ci, c'est l'ampleur. Cette fois, l'ensemble du système financier mondial est construit sur ces mêmes fondations chancelantes. Mais c'est précisément ce qui rend ce moment à la fois dangereux et plein d'opportunités. Contrairement aux effondrements précédents qui touchaient des nations ou des régions isolées, le monde interconnecté d'aujourd'hui signifie que la prochaine crise monétaire sera de nature mondiale. Cela semble terrifiant, et cela devrait l'être. Mais cela signifie aussi que les leçons de l'histoire sont plus précieuses que jamais. Car alors que la plupart des gens seront pris au dépourvu, ceux qui comprennent ces schémas peuvent se protéger, eux et leurs familles. Les survivants des effondrements monétaires à travers l'histoire partageaient des stratégies communes qui transcendent le temps et la géographie. Ils reconnaissaient que la véritable richesse ne se mesure pas en unités monétaires, mais dans la capacité à satisfaire les besoins humains, indépendamment des conditions économiques. Ils comprenaient que lorsque le papier-monnaie fait défaut, les gens ont toujours besoin des éléments de base pour survivre et pour leur confort. Plus important encore, ils agissaient sur la base de ce savoir avant que la crise ne devienne évidente pour les masses. La nourriture reste la réserve de valeur la plus fondamentale lors d'un effondrement monétaire. Pas des super aliments exotiques, mais des denrées de base comme le riz, les haricots, les conserves et les viandes non périssables. Ceux-ci deviennent plus précieux que l'or lorsque les chaînes d'approvisionnement s'effondrent. L'eau est une préoccupation encore plus critique. Lorsque les systèmes s'effondrent, les usines de traitement échouent souvent. La capacité à purifier et à stocker l'eau en utilisant des filtres ou des pastilles de purification se transforme d'un confort en une nécessité vitale. Les médicaments et les fournitures de santé de base suivent le même principe. Les médicaments courants et les kits de premier secours conservent leur valeur quel que soit l'état de l'économie. L'histoire ne se répète pas toujours, mais si l'on ignore ces leçons, elle vous écrasera quand même. Les survivants étaient ceux qui ont identifié les schémas en premier et ont compris que la véritable richesse ne réside pas dans le papier, mais dans les choses qui répondent aux besoins humains. Le savoir est la préparation ultime, et la compréhension est la plus grande protection. Ce contenu est destiné exclusivement à des fins éducatives et ne constitue pas un conseil financier, juridique ou d'investissement. Si cette exploration de l'histoire a changé la façon dont vous regardez les billets dans votre portefeuille ou la stabilité du monde qui vous entoure, alors rejoignez-nous dans notre mission pour découvrir la vérité. Nous déterrons l'histoire économique que l'on a tenté d'enterrer sous des montagnes de dettes. Abonnez-vous à la chaîne et donnez un j'aime à cette vidéo pour nous aider à diffuser ces avertissements importants. Ensemble, semons les graines d'un avenir plus sûr. Le prochain trésor de sagesse historique sera ouvert très bientôt.